L'agence Pôle emploi de Bouillante bloquée par l'UGTG, transférée dans des conteneurs en attendant la livraison de leurs nouveaux locaux. Les agents grévistes dénoncent de mauvaises conditions de travail. La direction estimait avoir rempli toutes les conditions du déménagement. Les futurs bacheliers invités à se rendre sur Parcoursup, la nouvelle plateforme d'orientation post-bac. C'est elle qui remplacera dès la semaine prochaine l'ancien APB. Linda Kayarsi nous expliquera comment fonctionne cette nouvelle plateforme. Le rectorat Guadeloupe a officiellement lancé le Master de tourisme, valorisation économique et touristique du patrimoine des Caraïbes, dont la spécialité est Rome et patrimoine. Un diplôme qui répond directement aux besoins régionaux. Joël Rabout, un référent pédagogique et docteur en sciences économiques, sera avec nous pour en parler. Et le passage de 90 à 80 km/h sur le réseau routier secondaire devrait concerner la majorité du réseau routier. Comment Route de Guadeloupe entend-elle mettre en place ce changement? Les explications d'Yvan Lemar sont à venir. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe, transférés dans des conteneurs en attendant la livraison de leurs nouveaux locaux. Des agents de l'agence Pôle emploi de la commune de Bouillante ont décidé d'exercer leur droit de retrait et de bloquer l'accès au site. Ils estiment que celui-ci ne répond pas aux normes de sécurité. Pour la direction de Pôle emploi, il s'agit d'une opération de déstabilisation menée par le syndicat UGTG. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. Transférés ici depuis le 26 décembre 2017, ces agents UGTG ont exercé leur droit de retrait la semaine dernière. Ils évoquent le manque de sécurité dans ces locaux provisoires. Depuis plus de 17 ans que l'agence Bouillante doit sortir là, il a déménagé. Donc il a commencé un déménagement pour mettre les agents dans Algeco, les mesures de sécurité pas respectées. Vous-même qu'à vrai, hein, voici qu'à passer Jean Yovelé. N'importe qui gens devant l'agence là, ni en plat. Il a démonté au moins 3 fois parce que voiture j'ai rentré dedans. En disant l'agence là, l'eau a coulé, ni prise qui a été là, donc ni en risque. Et au lot, la direction est venue pour coûter les agents. Pour tant que ça a dit, ça a choisi c'est retirer l'agence qui a fait un retrait de salaire. Donc nous, le GTG, nous a dit, nous pas en temps esclavage encore. Pour la direction générale de Pôle emploi, toutes les conditions ont été réunies pour accueillir les demandeurs d'emploi et son personnel dans de bonnes conditions. Précisons les choses. D'abord, l'agence n'est pas en grève. C'est l'UGTG qui bloque aujourd'hui l'accès des agents à l'agence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a une agence que l'on est en train de reconstruire à Bouillante. Et effectivement, il y a une période de 6 mois où on est dans des structures modulaires. Ce n'est pas des containers, c'est des structures modulaires avec tout le confort, la climatisation, enfin. Après, autant en termes de sécurité que de confort, ça n'empêche pas de rendre service aux demandeurs d'emploi. Je rappelle que Pôle emploi, c'est recevoir des demandeurs d'emploi et des entreprises. Donc je pense que nos missions peuvent être faites. L'autre solution, c'était simple, c'était de faire les travaux à Bouillante et de déplacer tous les agents dans les autres agences des alentours pendant 6 mois. Je pense que ça aurait moins convenu à tout le monde. Les travaux de l'antenne Pôle emploi de la ville devraient durer entre 6 et 8 mois. En attendant, c'est le statu quo entre les deux parties. L'UGTG envisage de poursuivre son mouvement, une situation qui pénalise avant tout le demandeur d'emploi de Bouillante. Et comment va fonctionner le nouveau système d'orientation post-bac? Parcoursup, c'est le nom de la nouvelle plateforme qui remplacera dès la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir du 15 janvier, l'ancien système. Désormais, les candidats ne pourront plus formuler que 10 vœux contre 24 auparavant. Les explications de Linda Kayarsi. Certes, il n'y a plus que 10 vœux contre 24 avec Parcoursup, mais l'élève pourra former des vœux multiples, sans ordre de préférence. Il pourra également postuler hors de son académie. Seront aussi transmis aux universités une fiche à venir regroupant les notes du jeune, l'avis du conseil de classe, les compétences évaluées par les profs. Autre nouveauté, les réponses des facultés ou des écoles arriveront une par une de chaque établissement sollicité. Ce ne sera plus une affectation globale gérée par un algorithme. Les élèves devront alors refaire un choix s'ils reçoivent plusieurs réponses positives. Le temps de réponse diminuera au fil de l'année. Les candidats auront 7 jours pour répondre au mois de mai, puis 3 jours à partir de la fin du mois de juin, et plus que 24 heures pour les réponses qui tomberont après le 21 août. Certains oui seront des oui-si, c'est-à-dire que l'acceptation pourra être soumise, par exemple, à des cours de soutien. Le ministère table sur 70% des élèves qui auront une affectation avant le début des épreuves du bac.
Jamais le rectorat n'avait été aussi loin. Il a officiellement lancé ce matin un diplôme qui répond directement aux besoins régionaux, le Master de tourisme, valorisation économique et touristique du patrimoine des Caraïbes, dont la spécialité est Rome et patrimoine. Et là, je me tourne vers notre invité ce soir, Joël Raboteur. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en sciences économiques universitaires, on vous connaît. Vous avez été choisi pour être le référent pédagogique de cette nouvelle filière. Elle a été lancée ce matin au lycée hôtelier à Gougier. Je vous propose de revoir avec moi cette inauguration qui a été filmée par Linda Kaersi. On regarde ensemble sur cette caméra. La mise en place du nouveau master de tourisme dans l'académie est une opportunité pour les étudiants qui souhaitent travailler au sein des institutions, des entreprises ou des associations du secteur touristique, en particulier en Guadeloupe et dans la Caraïbe. J'ai fait un master 1 en valorisation du patrimoine à l'université de Nantes. D'accord. Et j'ai choisi de faire ce master 2 tourisme pour non seulement me spécialiser dans le patrimoine de la Caraïbe, et puis peut-être un jour pouvoir... moi j'aimerais avoir un poste dans l'administration, je pense plus, pour essayer d'allier mon master de valorisation du patrimoine et le tourisme. En 2001, j'ai été de la première promotion de la licence de tourisme en Guadeloupe. Pourquoi ce choix? C'est parce que, étant plus jeune, j'ai beaucoup voyagé et j'ai constaté que voyager, c'est du rêve. Et j'ai voulu proposer du rêve contre du sourire. Le master se prépare sur 12 mois. La formation comprend également des périodes de stage en entreprise. Pourquoi un master? Alors, il faut voir que le lycée hôtelier et le lycée des métiers. Alors, le lycée des métiers, l'idée, c'est d'aller du CAP jusqu'à l'enseignement supérieur au BTS, en gros. Et le campus des métiers, lui, son ambition, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire d'aller jusqu'à l'université. Et là, on arrive jusqu'au Master 2, donc Bac plus 5. Le tourisme, c'est structurant pour notre département. Sans le tourisme, nous n'avons pas les deniers qu'il faut pour vivre. On ne peut pas vivre que de l'agriculture. Et puis, l'université a un rôle fondamental parce que c'est l'université qui donne, qui signe les diplômes. Donc on ne peut pas faire un master, surtout à ce niveau-là, faire une formation de ce niveau-là sans l'université. Un supplément de diplôme est également proposé aux étudiants afin de s'adapter au mieux à leur projet, mais surtout en lien avec les réalités économiques locales. On a avec ce master, je dirais, les ingrédients qui nous permettront de rassembler en fait les éléments majeurs d'une politique de développement touristique bien assis et qui nous manquait jusqu'à aujourd'hui. Cette année, 14 étudiants titulaires d'un Master 1, dont certains sont demandeurs d'emploi, préparent ce Master innovant, dont la spécialité est Rome et patrimoine, afin de cadrer au mieux aux réalités locales. Joël Raboteur, que représente le fait de créer un tel Master avec une visée régionale? Alors, c'est nouveau. C'est la fin de rêve, c'est la concrétisation de rêve, puisqu'il faut savoir quand même que normalement, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on arrivait jusqu'à la licence professionnelle, que j'avais créée d'ailleurs depuis à peu près 10 ans, et puis ça s'arrêtait là. Et les jeunes étaient obligés de partir, s'expatrier, aller en métropole ou ailleurs pour pouvoir poursuivre. Et les cadres, soit ils ne revenaient pas, ou soit ils restaient, ou ceux qui revenaient, avaient des postes à responsabilité. Donc, dans le cadre du projet, puisque je crois que c'est Campus des métiers et des qualifications, donc c'est un partenariat à 3 entre un territoire, donc la région Guadeloupe, qu'il faut remercier, qui a été l'architecte de tout cela, une académie, donc l'académie, vous avez vu le recteur Camille Galap, qui est un partenaire, qui a vraiment travaillé, et puis également donc 3 lycées, donc le lycée de Marie-Galante, le lycée de Bémao et le lycée du tourisme, donc avec ces 3 lycées, et puis un certain nombre de partenaires, donc je ne vais pas tous les citer, puisqu'ils sont très nombreux, donc l'ESTUA, puisque c'est un diplôme qui dépend de l'Université d'Angers, l'Université des Antilles et la Guyane, la CTIG, la CCI des îles de Guadeloupe, etc. Donc avec tous ces partenaires, donc je ne vais pas tous les citer de toute façon, on a créé un partenariat, car notre objectif, c'est de répondre au mieux
aux besoins donc du marché en Guadeloupe. On l'a vu, il y a cette spécialité rhum et patrimoine. Aujourd'hui, la Chine, un pays comme la Chine, produit également du rhum. Que vaudra ce diplôme sur le marché international? Alors, c'est un diplôme donc d'université, de toute façon, avec une griffe, puisqu'il faut savoir quand même que le rhum, aujourd'hui, ça fait partie de notre culture, c'est notre histoire. Donc, je pense que les futurs cadres qui peuvent se destiner à créer leur propre entreprise ou à travailler, comme la jeune fille l'a montré, dans une administration ou bien à faire de la recherche, eh bien, doivent connaître leur territoire. Or, qu'on le veuille ou non, le rhum fait partie de notre culture, c'est notre histoire. C'est aussi un élément du luxe, donc c'est notre patrimoine. Donc des acteurs du tourisme doivent connaître véritablement ce patrimoine qui est la production donc, du rhum. Vous avez vu que la Martinique a eu une appellation AOC, label AOC. Donc le label AOC, donc c'est une très bonne chose. Et nous espérons que nous aussi, eh bien, nous puissions travailler, puisque beaucoup de touristes, quand ils viennent en Guadeloupe, la première chose qu'ils achètent en repartant, c'est une bouteille de rhum. Donc le rhum fait partie quand même de notre tradition. Le fait de concrétiser ce rêve, est-ce un message aussi adressé à l'ensemble des Guadeloupéens? Alors ce message fort consiste à dire que finalement, nous arrivons pratiquement au terminus. Nous avons commencé modestement dans les années 80 avec donc, des CAP, des BEP, un BTS maintenant, une licence professionnelle, le master, l'école doctorale. Nous arrivons vraiment... donc c'est un cycle, d'accord? Et je pense que c'est symbolique que de clôturer cela. C'est symbolique pour la simple bonne raison qu'en Guadeloupe, on a besoin de cadres jeunes, de cadres formés, et par conséquent, donc, éviter que l'on fasse appel à chaque fois à des expertises qui viennent de l'extérieur. Donc ce partenariat, c'est gagnant-gagnant. L'activité touristique, c'est quand même 15 000 emplois directs chez nous, et un nombre incalculable d'emplois indirects, donc pratiquement l'équivalent. Et je pense très sincèrement qu'il y a là des niches d'emploi pour notre jeunesse guadeloupéenne. Joël Raboteur, vous êtes aussi connu pour vos travaux sur l'économie touristique. C'est bientôt le carnaval également, la valeur ajoutée du carnaval. À votre sens, quelles seraient les autres potentialités locales qui mériteraient de créer aussi des filières diplômantes, voire qualifiantes? Alors là, bientôt, il va y avoir l'élection à la Chambre d'artisanat. Et c'est vrai que quand les touristes arrivent, ce qu'ils veulent, c'est aussi donc un petit bout de la culture de l'autre. Et moi, je suis favorable à ce qu'on développe de façon pragmatique ces produits tels que l'artisanat. Je pense que là, il y a un potentiel énorme et les artisans doivent saisir la balle au bon, être présents, créer des produits différents, qu'on n'ait pas donc, du Made in China ou du Made in Taïwan, mais qu'on ait de la production donc, locale. Également, je pense très sincèrement que l'art, par exemple, je pense qu'on doit valoriser donc, les artistes, prendre conscience que nous avons des artistes qui sont extraordinaires et quand on constate ce qui se passe dans la Caraïbe, on se rend compte que beaucoup de touristes aiment bien acheter des œuvres d'art. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire, notamment pour le tourisme de croisière, proposer des galeries d'art de façon à ce que les touristes puissent acheter donc, des tableaux, des sculptures, des peintures, donc des trucs comme ça. Donc il y a vraiment un travail en profondeur à faire. Là maintenant, bon, on a bricolé pendant des années, là maintenant il faut passer à une phase de concrétisation et il faut absolument que ces touristes puissent dépenser sur place pour créer de la valeur économique chez nous. Joël Raboteur, un premier rêve qui se réalise, ce Master 2 spécialisé en patrimoine. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, eh bien là maintenant nous avons ce campus des métiers et des qualifications. Je pense que là, on a mis une première pierre à l'édifice à travers le tourisme. Eh bien, j'appelle d'autres qualifications, d'autres cycles qui devront voir le jour dans les années à venir. Donc, je préfère garder quand même le secret et ne pas tout dévoiler d'un seul coup. Merci Joël Raboteur d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce soir en Martinique, les autorités s'organisent et s'inquiètent face aux éventuelles nouvelles coulées de boue qui menacent la commune du Prêcheur. Une cellule de crise a été mise en place ce matin pour déployer des moyens techniques et humains. Les habitants, quant à eux, sont sur le qui-vive. On regarde le reportage de Guy Raphaël Rouenet, TATV Martinique. 3 jours après la coulée de boue, nombreux sont ceux qui viennent satisfaire leur curiosité après avoir entendu parler de plus de 4 mètres de matériaux volcaniques accumulés dans le lit de la rivière. Juste à côté, les habitants du quartier Les Abîmes, le plus exposé de la commune, sont sur le qui-vive. Ils craignent un nouvel épisode. Le danger est là. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Parce que les volcanologues, ils surveillent, ils survolent la montagne en hélicoptère. Nous sommes des simples habitants. Nous ne connaissons pas vraiment ce qui se passe en hauteur. Parce que nous n'avons pas la possibilité d'aller sur le volcan. Je habite sur les hauteurs.
Alors, je ne pas trop inquiétude. Pour les autres, oui, mais pour moi, non. Moi, ce que je vais souhaiter, tous ceux qui se trouvent et ceux qui se trouvent en bordure, si on annonce de sortir, le meilleur conseil que je peux leur porter, c'est de sortir. Les gens, ils ont déjà tout préparé. Depuis hier, on l'a dit de préparer les papiers et puis les petits bésambiles pour pouvoir s'habiller un petit peu. Mais les gens sont prêts à évacuer assez rapidement. Tout le monde est au courant. Et puis là, je crois qu'on a pris conscience de la gravité de la situation. Hier soir, une réunion d'information et d'échange avec la population à l'initiative de la municipalité a eu lieu. Ce matin, une cellule de crise s'est également réunie avec le sous-préfet et les pompiers pour faire le point sur la rencontre d'hier soir. Il faut bien donner aux gens tous les éléments, je veux dire à la fois d'information sur le phénomène, l'organisation aussi des différents dispositifs, notamment le dispositif d'évacuation et le dispositif d'alerte. Et c'était aussi l'occasion de recueillir les suggestions, les avis, l'opinion des habitants, parce que nous sommes toujours dans cette volonté de participation des habitants lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Et dans un contexte d'urgence, je crois que la population doit être également associée. C'est tout ce que représentait en fait cette démarche de réunion lors de la réunion d'hier. Dans le dispositif de sécurité, un système d'alerte a été mis en place avec les pompiers et l'Observatoire du monde des cadets en cas d'une nouvelle menace. L'objectif, prévenir la population suffisamment tôt si l'évacuation s'avère nécessaire. Pour cela, nous avons un système de détection à plusieurs niveaux. Tout d'abord des capteurs électroniques qui sont au niveau de la rivière, qui adressent un message automatique au centre d'alerte et de traitement de l'alerte des sapeurs-pompiers à Fort-de-France. Et ce message est un message sous forme de SMS qui est crypté, qui est codé. Donc dès réception de ce message, les agents du centre d'alerte appellent l'observatoire vulcanologique et demandent une interprétation de ce message. Si les données de ce message indiquent qu'il y a un danger pour la population, immédiatement l'observatoire nous le signale et à ce moment-là, les sapeurs-pompiers situés au centre d'alerte appellent sur le terrain des sapeurs-pompiers qui sont en faction, 24 heures sur 24, avec d'autres agents de la commune, pour déclencher un système d'alarme manuel qui va alerter la population et lui dire il faut évacuer rapidement. Pour l'heure, la vigilance est de rigueur aux prêcheurs, particulièrement aux abords de la rivière. Des précipitations sont attendues dans les jours qui viennent et pourraient entraîner de nouveaux lahards. Restez sur ATV Guadeloupe, dans quelques minutes nous le verrons. Quel sera donc l'impact du changement de vitesse voulu par le gouvernement sur le réseau routier guadeloupéen? Et puis direction la Guyane où est en ce moment expérimenté le Stabiplage pour lutter contre l'érosion du littoral. Le changement de vitesse de 90 à 80 km/h qui prendra effet dès le 1er juillet prochain en Guadeloupe concernera près de 90% du réseau routier. Comment Route de Guadeloupe entend-elle mettre en place ce changement? La réponse tout de suite avec Yvan Lemar. La limitation de vitesse à 80 km/h va concerner 90% du réseau routier de la Guadeloupe, mais une nouvelle signalisation ne sera pas obligatoire. La disposition, c'est la modification de la vitesse de référence sur les routes bidirectionnelles, donc les routes qui ont une seule chaussée et où on circule dans les deux sens. Sur ces routes-là, l'usager de la route aura obligation de rouler à 80 km/h maximum. Donc la nouvelle vitesse de référence étant 80 km/h, nous ne sommes pas dans l'obligation de le signaler et de mettre des panneaux 80 km/h. Puisque par défaut, comme vous le savez, sur le code de la route, quand vous avez passé votre permis de conduire, les routes bidirectionnelles sont limitées par défaut à 90. Là, c'est cette limitation-là qui passe à 80. Seul le réseau à chaussée séparée, c'est-à-dire les routes à 2 fois 2 voies, échappe à cette règle, soit 100 km sur les 1000 km de voies de la Guadeloupe. En gros, vous avez quasiment 5 sections où vous allez pouvoir rouler à 90 ou 110. La première, c'est la RN1, donc la déviation de Capesterre. Toujours sur la RN1 entre Montebello et le carrefour l'échangeur de Chauvel. Ensuite la RN4 entre le carrefour de Chauvel et l'échangeur de Poussette. Ensuite vous avez la RN5 entre Perrin et Berlette, le giratoire de Perrin, le giratoire de Berlette. La route de l'Alliance, donc depuis Fonsarail jusqu'à Providence. Et c'est tout. Sur les routes à chaussée séparée limitées à 90 km/h, seule une décision du conseil régional détenteur de ces voies peut modifier la signalisation existante.
Sur les sections limitées aujourd'hui à 90, 2 options s'offrent à nous. Soit ne pas changer la réglementation, et à ce moment-là, on n'a pas à changer les panneaux, soit on va changer la réglementation de la vitesse pour la mettre en cohérence avec les autres voies un peu plus loin, une fois qu'on a quitté le cœur d'agglo, et on passerait à 80. Et auquel cas, il faudrait qu'on change l'ensemble de ces panneaux 90 que vous voyez sur les 2x2 en panneaux 80. Mais si on ne prend pas cette décision-là et qu'on fait le choix inverse de garder les dispositions actuelles, on n'a aucun panneau à changer sur le réseau des 2x2. La nouvelle limitation de vitesse à 80 km/h devrait être appliquée à partir du 1er juillet 2018. Et en Martinique, la mise en place du TCSP qui semblait compromise serait finalement sur une très bonne voie. L'autorité organisatrice du transport, Martinique Transport, la CFTU et la CTM se sont réunis ce matin pour enfin sortir de l'impasse. Reportage Loïc Régis. Le TCSP voit-il enfin le bout du tunnel ? Tous les points de blocage ont été mis sur la table ce matin lors d'une réunion entre Martinique Transport et la CFTU. Les organismes se sont donné 2 jours pour régler les ultimes problèmes techniques et administratifs. Tarifs et horaires sont à définir en vue de l'exploitation commerciale. Martinique Transport a fait part de ses doléances. La CFTU, délégataire du service public, doit rapidement donner une réponse. Nous devons retravailler l'offre que nous avions faite et nous avons appris aussi quelle est l'offre tarifaire qui doit être faite. Donc nous allons intégrer tout cela et apporter un élément de réponse cohérent pour permettre cette exploitation au mieux. Des ordres de prix peut-être ? Alors, ce n'est pas à nous de l'indiquer. Nous avons une indication de l'autorité délégante. Nous allons travailler à partir de ces éléments-là et nous reviendrons vers elle dès demain matin. Les échanges ont débouché sur un accord pour payer une partie de la marche à blanc de mars à mai 2017. L'autorité organisatrice du transport réglera un peu plus de 500 000 €. Un équilibre financier doit également être trouvé pour définir un coût global de l'exploitation commerciale du TCSP. Il y avait eu beaucoup de travail d'études qu'on avait mené en 2015 en fait, à l'époque pour la CACEM, pour fixer en fait le niveau de service, la tarification applicable sur le TCSP et l'ensemble du réseau, la coordination entre le réseau bus et le TCSP. Donc toute cette partie-là est validée et il reste à la CFTU en fait à faire sa dernière offre financière sur la base de ce niveau de service et de cette offre tarifaire finale, quoi. Quelle place pour les autres moyens de transport, notamment les taxicos? Ils se sentent exclus des débats. Selon Richard Mariren, les transporteurs sont les mieux placés pour parler de leur profession. Moi, toujours recommandé que les transporteurs qui ont participé à la commission du transport là, parce que Nimo a dit, secondo, que les élus ne connaissent rien dans le transport, c'est pas plus mieux qu'on est. Moi, qui commande en transport, à quelle heure que les usagers sont sortis, à quelle heure qu'ils la coupé, il n'y a pas qu'on est en patate. Il reste encore de nombreux points à régler pour que le démarrage du TCSP soit effectif. Avant la phase de commercialisation, il devrait avoir une courte période de rodage. Une question de semaines, selon les responsables du transport. Et parlons environnement maintenant. Comment lutter contre l'érosion du littoral? En Guyane, le maire de la commune de Rémire-Montjoly a décidé d'expérimenter le Stabiplage. Il s'agit d'un énorme sac en forme de boudin qui est rempli de sable, dont le but est de réduire les effets de l'érosion sur les plages. Il aurait déjà fait ses preuves à Kourou. Reportage Pierre Tréfou. Les plages de Guyane disparaissent peu à peu. Pour limiter l'érosion du littoral, les riverains des plages de Montjoly, regroupés en associations, ont sollicité la collectivité pour les accompagner dans l'expérimentation d'une solution technique susceptible d'arrêter le phénomène. Il y a eu l'enrochement, il y a eu les pales planches, il y a eu tout un tas de techniques que nous avons essayé d'utiliser, que les riverains ont utilisées, et chacune a montré ses limites. Et donc par conséquent, il y a eu aussi vers le Mayuri, une étude qui avait été faite et puis qui a été lancée avec un projet de Stabiplage, mais qui n'était pas le même par le département, qui pour l'instant tient un peu mais ne tient pas véritablement comme il faut. Donc on attend voir. On attend voir si cette technique sera quand même la meilleure. Depuis le début du mois de décembre, 4 structures Stabiplage
élaborés par la société Espace Pur, ont été déployés sur la plage de Montjoly. Ce sont des structures en matériaux géosynthétiques qui ont été posées de manière perpendiculaire à la dune. Et leur fonction, en fait, c'est de capter le sable qui circule naturellement devant la plage de Rémire pour faciliter donc son dépôt sur la plage, et l'objectif est de reconstituer la plage, c'est-à-dire réaugmenter le volume de sable, élargir la plage naturellement et recréer un profil. Parce qu'en fait, donc, une fois la plage recréée, l'érosion va être enrayée. En fait, c'est la plage, la meilleure protection des terrains situés derrière. Ce test grandeur nature a la volonté de se développer sur tout le littoral guyanais pour préserver les plages et l'écosystème qui l'entoure. Et puis demain, si vous devez vous rendre dans les services de la préfecture et de la sous-préfecture, ils seront exceptionnellement fermés à partir de 10h30 pour Basse-Terre et à partir dès 9h30 le matin pour Pointe-à-Pitre. L'accueil reprendra aux horaires habituels dès lundi 15 janvier. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Capesterre-Belle-Eau et au Saintes. Des coupures sont prévues demain 18h avec un retour à la normale prévu le lendemain 6h. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à Cap Excellence, boulevard Léger-Tumus à Pointe-à-Pitre de 8h à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction d'ATV Guadeloupe au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi 11 janvier. Nous l'avons vu ce soir, la Poste, l'agence de Pôle emploi de Bouillante est bloquée par les agents grévistes affiliés à l'UGTG, transférés dans des conteneurs en attendant la livraison de nouveaux locaux. Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail. Et les futurs bacheliers sont invités à se rendre sur Parcoursup, la nouvelle plateforme d'orientation post-bac. C'est elle qui remplacera dès la semaine prochaine, le 15 janvier, l'ancien APB. Et le rectorat Guadeloupe a officiellement lancé le Master de Tourisme, Valorisation économique et touristique du patrimoine des Caraïbes, dont la spécialité est Rome et patrimoine, un diplôme qui répond directement aux besoins régionaux. Et puis le passage de 90 à 80 km/h sur le réseau routier secondaire devrait concerner la majorité du réseau routier. Néanmoins, peu de panneaux de signalisation seront à remplacer pour route de Guadeloupe. Nous l'avons vu ce soir. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guadeloupe. On se retrouve demain à 18h47.